l'expression femme-objet. Femme-objet, c'est une expression Oui, ben oui. qui n'existe, qui est née et qui n'existe qu'en Occident. Si vous allez en Inde, pardon, et vous dites que la femme d'un homme est un objet, le mec, il va vous scier en deux. Si vous allez voir un arabe ou un berbère, vous dites que sa femme c'est un objet, il y a peu de chances pour qu'on retrouve ton corps d'ici la fin de la journée. Dans toutes les parties du monde, en fait, C'est tu dis à quelqu'un ta femme c'est un objet, bon le mec il se dit attends, quand tu dis ma femme c'est un objet, tu parles de ma mère, tu parles de mes sœurs, tu parles de mes filles, d'où tu d'où tu imagines une chose pareille. Bah en Occident en fait il y a c'est presque une fierté de dire c'est mon corps, c'est mon choix, mon corps m'appartient, mon corps c'est en fait on parle du corps comme si c'était réellement un objet, vraiment. C'est atroce, absolument D'ailleurs, atroce. c'est marrant parce que enfin, c'est marrant en fait, non, ça l'est pas en fait. Parce que il y a si on fait enfin, si on réfléchit 2 secondes à la notion de liberté, il y a aucune enfin on peut déjà on considère pas que vivre dans une société quelle qu'elle soit, on considère pas qu'on est libre en fait. Comme on dit, hein, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Ça veut dire que déjà de base en fait, le postulat qu'un homme est libre en fait n'existe même pas. Et donc déjà revendiquer une liberté à travers l'exercice de la nudité, déjà il y a un problème de logique en fait. C'est difficile de comprendre le lien entre les deux. ouais, c'est ça, c'est logique. C'est illogique, mais les gens se plaisent bien parce qu'ils ont un petit peu de plaisir, parce que voilà, ils se plaisent bien dans cette société de consommation. Hein. Bah, typiquement, Moi, le corps, comme Salem, pareil comme avoir un ça. corps libre, avoir un corps libre, c'est le libre de le vêtir ou de le dévêtir en fait. Donc dire qu'on est plus libre parce on enlève des vêtements, c'est un non-sens en fait, tout simplement. Exactement, c'est est-ce que la femme a la liberté de ne pas montrer son corps? C'est ça en fait. Dans l'Occident, on lui dit non, non, voilà, il faut que tu sois libre à notre façon. C'est ça. C'est un oxymore. Ces mots sont contradictoires. Mhm. Ça ne peut pas être dans la même phrase. C'est complètement con. Mhm. Caroline Forest, voilà, voilà ce genre de féminin voilà, qui pense que les femmes doivent être libres à leur façon, bah, c'est exactement ça. Libres et subversives parce qu'elles croient vraiment qu'elles sont dans un contre-pouvoir alors qu'elles sont invitées partout. Ah ouais. Ouais, les féministes qui utilisent voilà, leur corps comme message, bon, c'est parce qu'on leur a appris que en fait, ce n'était que des corps en fait. Ils sont pas capables de produire quelque chose d'intellectuel, tu vois, une idée, une idéologie, quelque chose de construit par l'intellect. Donc, ils utilisent leur corps comme message parce qu'on leur a appris comme ça. Euh, Parce que voilà, en Occident, comme je disais, on réduit la femme de plus en plus à son corps. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de contradictoire, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais d'un côté, il y a voilà, il y a l'hypersexualisation qui fait qu'on utilise le corps de la femme partout, pour tout, pour vendre n'importe quoi. Mhm. Donc, c'est quelque chose qui n'est plus respecté. Mais de l'autre côté, on va culpabiliser la sexualité de l'homme. D'un côté, il y a l'hypersexualisation du corps des femmes, Mhm. et de l'autre côté, il y a une condamnation de la sexualité de l'homme. En fait, on fait croire à l'homme que sa sexualité, c'est quelque chose de mal, qu'il faut qu'il la cache. Mais en réalité, le désir sexuel de l'homme, c'est quelque chose de tout à fait naturel et normal, tu vois. Mais en Occident, je sais pas si c'est fait pourquoi. Est-ce que c'est fait pour éviter qu'il y a trop de dérives, comme il y a de l'hypersexualisation de partout, pour éviter qu'il y a trop de dérives de la part des hommes, on va contraindre moralement cette sexualité. Euh, j'ai l'impression que voilà, maintenant l'homme, son désir sexuel, c'est pas quelque chose de moral. Enfin, je sais pas, moi, Oui, oui, bah tu vois, ce débat-là, Gimli, bah, en fait, il a lieu en fait en ce moment. Il y a beaucoup d'hommes qui se rendent compte il y a un paradoxe, parce que là, tu as soulevé quelque chose d'intéressant. C'est vrai que c'est paradoxal de dire que l'homme doit respecter la femme
sur son lieu de travail, dans la vie de tous les jours, Ouais. dans la rue, mais qu'en même temps, on fait tout pour que la femme soit la plus attrayante sexuellement, si tu veux. Par exemple, Ouais, dans le domaine c'est ça, dans le domaine de l'habillement, par exemple, euh, on sait aujourd'hui que la mode tend à mettre de moins en moins, c'est paradoxal, mais mettre de moins en moins de tissus. Par exemple, si vous regardez des photos de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle en France, les femmes étaient toutes, je dis bien toutes, hein, ça allait de la paysanne à la femme de chambre, à la femme de médecin, à la commerçante, elles étaient absolument toutes habillées de manière ultra pudique. C'est-à-dire que leurs robes, on voyait pas on voyait rien en fait, on voyait pas leurs pieds, on voyait pas leurs robes, tu sais, elles avaient même un surplus de tissu au niveau des poignets pour voir presque pas les mains, tu vois, tellement c'était quelque chose qu'elle ne voulait pas montrer. Le haut de sa robe remontait jusqu'au haut de son cou, tu vois, c'est que c'était pas les décolletés à l'époque, c'était vulgaire, c'était les prostituées qui portaient des décolletés. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, à travers le maquillage, tu vois, c'est pas pour rien aujourd'hui qu'il y a des tutos make-up faits par des gamines partout sur Internet, parce qu'on sait, d'ailleurs les pédophiles adorent ça, hein, il y a même des youtubeurs, il y a même exactement, il y a même des youtubeurs qui ont fait des vidéos là-dessus, sur les gamines sur Internet qui se surexposent en faisant des tutos make-up, des tutos habillage, etc. En réalité, on a poussé toute une génération à s'habiller de moins en moins, à être de moins en moins pudique, à être de plus en plus attrayante sexuellement, ce qui cause des problèmes dans la société de tous les jours. C'est-à-dire que on va même nier que l'homme a un instinct, tu vois, basé sur le physique des femmes, et que ça peut le perturber. Il y a une étude qui avait été faite en Allemagne sur, c'est bête, hein, mais il y a une étude qui avait été faite en Allemagne sur la capacité d'un homme et d'une femme à travailler sans le sexe opposé. En gros, ils avaient pris deux classes, je crois que c'était dans une faculté. Ils avaient pris deux cours finalement où les femmes et les hommes étaient mélangés et les ont séparés pour faire un test. Et ils se sont rendus compte que quand les hommes travaillaient entre hommes, ils étaient 1000 fois plus productifs. Quand les femmes travaillaient entre femmes, elles étaient 1000 fois plus productives. C'est pas parce qu'en fait l'homme et la femme ne peuvent pas se blairer ou s'entendent pas du tout. C'est parce que lorsque vous mettez un homme et une femme au même endroit, avec les codes qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire la vulgarité, etc., l'habillement un peu, voilà, c'est des appels de phare sexuels, des femmes qui sont très maquillées, le rouge à lèvres. Vous savez que les lèvres, c'est une des parties du corps, pardon, les plus érogènes. C'est une partie du corps qu'on voit, qu'on désire, si vous voulez, que ce soit l'homme et la femme. Le fait qu'on mette du rouge à lèvres, etc., tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent déstabiliser le sexe opposé. Et sur un lieu de travail, sur un lieu d'études, bah, ça cause des problèmes. C'est pas pour rien d'ailleurs que dans certaines entreprises, il y a un dress code, il y a une codification de l'habillement, de la tenue vestimentaire qui est exigée. Parce que parfois, entre collègues, ça va parfois un peu trop loin. Quand une femme a un décolleté, vous savez, le fameux décolleté plongeant. Vous savez pourquoi ça s'appelle décolleté plongeant d'ailleurs, c'est intéressant. C'est parce que c'est le regard qui s'y plonge. D'ailleurs, ce qui est assez hypocrite d'ailleurs. Quand une femme porte un décolleté, systématiquement elle dit j'en ai marre que les hommes ne regardent que ma poitrine, c'est des obsédés. Ouais, mais c'est instinctif. C'est instinctif aussi chez l'homme de regarder cet endroit-là, d'autant plus quand c'est toi qui l'exposes sous ses yeux. Donc dans le domaine du travail, c'est très bien ce qu'a dit Gimli, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui ont prouvé que l'hypersexualisation de la femme et même de l'homme, hein, pas que la femme, ça causait que des problèmes. Pas un petit peu, où ça ne posait que des problèmes. Ça ralentit la production, ça ralentit l'intelligence, les gens commencent à avoir des rapports entre eux qui sont bestiales, sauvages, et non plus disciplinés, respectueux, vertueux, etc. Et c'est vrai que ça pose énormément de problèmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats, surtout dans le monde anglo-saxon, des gens qui s'en rendent compte, qui se disent à quoi ça sert une de mes collègues qui vient avec du rouge à lèvres, avec un décolleté, à quoi ça sert ? Elle est là pour travailler, elle est là pour m'exciter, elle est là pour me détourner de mon taf. Pareil pour les hommes.
À quoi ça sert que des hommes arrivent au boulot de manière super bien fringuée, beau gosse, etc. Être beau, c'est une chose, être élégant, c'est une chose, mais vouloir, voilà, attirer sexuellement tes collègues, ça pose que des problèmes. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus, quand on parle de l'affaire Weinstein, quand on parle des femmes, là, balance ton porc, mon patron m'a forcé à faire machin, malheureusement, une femme qui fait attention à elle, ou un homme qui fait attention à lui, il peut pas arriver à ce type de situation. Moi, ça m'est jamais arrivé, parce que je ne me suis jamais mis dans la position du gars qui cherchait quelque chose, ou qui présentait quelque chose à une femme pour obtenir quelque chose. Jamais de la vie. Mais en Occident, c'est devenu... Amine. Et aujourd'hui, c'est devenu tellement banal que, en fait, on ne fait que le dénoncer en disant les hommes sont des obsédés ou les femmes sont des obsédés. Ce qui est évidemment beaucoup plus complexe que ça en réalité. Mais comme tu dis, Sultan, il y a une vraie contradiction entre le fait que tu as les femmes qui se pointent en mini-jupe, décolleté plongeant, etc. Et puis, quand tu as un homme qui les regarde, « Ah, il me regarde, il m'agresse !» C'est quoi ça? C'est un piège. C'est ça. C'est un piège. Exactement. Et en fait, Excusez-moi, je me permets d'intervenir. Est-ce que mon micro fait toujours du bruit? Non, là ça va, 55. Non, ça va mieux. Non, ça va? Ouais. Ok, super. Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Si jamais tu essayes de toucher les cuisses, ça y est, c'est pas bien. C'est n'importe quoi. Regarde, mais n'y touche surtout pas en fait. C'est un petit peu l'associé du diable. C'est ça. Oui. Oui, le passage où Al Pacino parle des contradictions de Dieu. Enfin, selon lui, les contradictions de Dieu. Entre parenthèses, super film. Hein. Ouais. Super bon film. Et d'ailleurs, Sultan, tout à l'heure, tu parlais de ce slogan « Mon corps m'appartient ouais. », qui est justement l'un des plus grands slogans féministes, mais c'est faux. C'est faux à tous les points de vue. D'un point de vue religieux, ton corps, c'est un dépôt d'Allah. Exactement. Du point de vue philosophique, la relation que tu entretiens à ton corps, c'est absolument pas une relation de possession. Ton corps, c'est une partie de ton être, etc. Et même du point de vue de la loi française, ton corps, c'est pas un bien meuble que tu peux acheter ou vendre, tout ou partie, etc. Enfin, tout à fait. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, Rotrax, c'est super intéressant ce que tu as dit, parce que lorsqu'une femme, tu sais, le corps de la femme et le corps de l'homme sont faits pour, entre guillemets, s'emboîter. C'est comme ça. Si la femme, elle a un utérus et un vagin, c'est bien parce qu'il y a un homme qui doit, à un moment ou à un autre, la posséder, ne serait-ce que quelques minutes pour avoir des enfants avec elle. Le fait qu'elle ait un enfant, qu'elle porte des enfants, le corps de la femme ne lui appartient plus du tout. En réalité, le corps de la femme, c'est une protection pour l'enfant qui va naître, tu vois. Lorsque l'enfant naît, sort du ventre de sa mère, il aura besoin de téter sa mère, et donc le corps de sa mère lui appartiendra d'une certaine manière. Donc dans tous les cas, oui, le corps de la femme ne lui appartient pas au sens propre du terme. Pareil pour l'homme d'ailleurs, hein, je dis là exactement la même chose pour les hommes. C'est la même chose. Exactement. Non, mais tout à fait. Comme tu dis, un bébé naît, il a des droits. Pardon. Oui, 50. Vas-y, je t'en prie. Je disais, un enfant qui naît, il a des droits sur le corps de sa mère, et enfin, il faut bien qu'elle s'occupe de lui, si tu veux. Mais on est arrivé aujourd'hui à un stade de délire où on considère que même l'enfant, son corps lui appartient. Et t'en as aujourd'hui, notamment dans le monde anglo-saxon, ou je sais plus si c'est dans le monde anglo-saxon ou en Europe du Nord, qui disent que avant de changer les couches de ton bébé, il faut lui demander son avis. Il ne comprend pas, d'accord? Oh, mais si, il comprend, il comprend. Mais non, il ne comprend pas. Et puis de toute façon, s'il veut pas, tu fais quoi? Tu le laisses dans son caca? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ces gens sont juste fous. Ouais. Mais on leur a mis des idées dans la tête du style mon corps m'appartient et tout, ce qui est juste faux. Donc, la relation que tu entretiens avec ton corps, c'est pas une relation de possession d'objets. Et à cause de ça, on part dans des délires comme ça. Enfin bon, à la fin, c'est juste dangereux vis-à-vis des enfants notamment. C'est intéressant de constater une petite contradiction avec le paradigme matérialiste dans lequel on est. C'est-à-dire que les gens disent « mon corps m'appartient ». Mais ton corps, c'est quoi alors? On est dans une époque matérialiste. Ton corps, c'est quoi? C'est un réseau de neurones? Ton cerveau? C'est juste une partie? Puisque le corps n'est pas une totalité. Il n'y a pas d'âme dans ce paradigme-là. Alors c'est quoi ton corps finalement? C'est ce que tu vends aux multinationales, aux marques, tu vois?
Mhm. Oui, ce qu'elle considère comme son corps, c'est ses atouts, quoi. C'est ça. Enfin, ses atouts physiques. Et d'ailleurs, c'est là où on voit un total irrespect de la vie, parce que la finalité de cette idéologie de dire mon corps m'appartient, de chosifier en fait le corps humain, c'est de dire en gros, moi quand une femme tombe enceinte, bah en fait je peux avorter, de toute manière c'est pas la vie, c'est pas un être vivant, c'est pas une personne, donc oui je peux tuer la vie en moi, je fais ce que je veux, mon corps m'appartient. C'est absolument ça mène d'ailleurs à plus de en France par an, je crois c'est 210 ou 220 000 avortements en France, qui ne sont même plus d'ailleurs des avortements médicaux, c'est-à-dire autrefois quand il y avait une femme qui allait accoucher et qu'on avait peur qu'elle perde la vie en mettant au monde un enfant, bah malheureusement l'enfant il fallait le tuer pour éviter que sa mère meure. Ça c'était les cas d'extrême urgence si vous voulez. Mais aujourd'hui on sait que la grande majorité des avortements sont ce qu'on appelle des avortements de confort. Un avortement de confort, c'est lorsqu'une femme tombe enceinte, quelle que soit la raison, non pardon, pas quelle que soit la raison justement, non, si c'est un viol par exemple, ça rentre pas dans cette ligne de compte, mais quand une femme tombe enceinte, je sais pas moi, parce qu'elle a voulu s'amuser, parce qu'elle a voulu avoir une sexualité libérée, etc., et qu'elle veut pas s'occuper de cet enfant, elle le supprime, c'est devenu un moyen de contraception. Voilà, l'avortement aujourd'hui c'est devenu un moyen de contraception à lui tout seul. Et ça c'est la finalité de cette idéologie de mon corps m'appartient, je fais ce que je veux, c'est j'ai une sexualité comme je veux, avec qui je veux, quand je veux. Ça produit une société qui produit le génocide au final, qui génocide son propre peuple. Ils ont osé appeler ça un avortement de con. Non, ils l'appellent. Non, Ouais, c'est nous qui appelons ça comme ça. Eux, ils appellent ça l'IVG. Ouais. Parce que l'IVG, c'est plus propre. Oui, Tu grâce sais, à notre chère Simone. ouais, sortir des lettres. Tu sais, l'avortement ou l'infanticide, c'est beaucoup moins classe. Donc on parle d'IVG, ouais, c'est plus propre. Hein, c'est. D'ailleurs, Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a pas si longtemps, quand on lui a rendu hommage. Vous avez vu, non, quand on a rendu hommage à Simone Veil, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, en fait. Oui, c'est possible, ouais. Oui. Et ça, bref, c'est à mourir de rire, quoi. Ah. Rendre hommage à, finalement, une meurtrière. C'est ça. Surtout que quand tu la vois à l'Assemblée nationale, parce qu'il repassait les images, quand elle défend l'IVG, elle te dit non, mais on sait que les femmes qui avortent, c'est essentiellement des femmes qui ont 4 ou 5 enfants. Elles tombent enceintes d'un 6e et elles pensent qu'elles vont pas avoir les moyens de le nourrir, donc elles veulent avorter. Et c'est marrant parce que c'est la seule forme d'avortement que Allah condamne dans le Coran. C'est la seule chose, parce qu'il ne parle pas du viol, etc., mais Allah Azzawajal, dans le Coran, il nous dit « Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté ». Et c'est justement cette forme-là d'avortement que Simone Veil a défendue à l'Assemblée nationale. C'est marrant. Parce que elle ne défendait pas l'avortement en cas de viol, en cas de ceci, en cas de cela. Non, uniquement ce type d'avortement-là qui est le seul qui est condamné dans le Coran. Donc, comme tu disais, Sultan, c'est exactement comme s'ils avaient pris le Coran et qu'ils avaient dit pour chaque truc qui est interdit, on l'autorise et inversement. Enfin bon, et puis de toute façon, cette histoire de liberté absolue, hein, c'est parce que au final, tout ça, c'est sous-tendu par l'idéologie de la liberté individuelle maximale, qui est juste une hérésie si jamais tu veux vivre en société. Enfin, Rousseau, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, l'avait très bien dit dans son contrat social, c'est à partir du moment où tu veux vivre en société, tu renonces à l'essentiel de ta liberté, de fait. Tu renonces notamment à ta liberté de nuire, etc., pour pouvoir faire société.